金曜の司会南ポルトキ司会の橋本真二です。私は東京からやってまいりましたスクエアエニックスのセールスの責任者やゲームのプロデューサーを担当しております。今日のラインナップはゲームレビュー、コンパイラー、アニメ漫画リリース。まずは最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるでしょうか。どうぞ。Galgun, le rail shooter coquinou que nous vous avions présenté lors du Tokyo Game Show, sort finalement au Japon. Ce jeu où l'on tire sur des lycéennes énamourées avec un pistolet à phéromones avait d'ailleurs bien failli ne jamais voir le jour sur console à cause du souhait émis par Microsoft de donner à la 360 une dimension plateforme familiale. Quoi qu'il en soit, le jeu est bien là et l'éditeur Alchemist a déjà prévu du DLC dès la sortie. Pour 400 points, les filles seront habillées en maid avec un costume dans le style kimono et tendront des omelettes moe aux joueurs. Inversement proportionnel à la quantité de tissu, le prix de l'autre DLC comprenant des filles en maillot de bain scolaire sera de 800 points. Test Drive Unlimited 2 nous montre ses beaux capots à travers une courte bande-annonce. Et ce nouvel épisode sera bel et bien sous le signe de la customisation à outrance de votre véhicule. Vous pourrez choisir couleurs, motifs à travers la grande quantité d'options disponibles. Modélisé intérieur comme extérieur avec la majeure partie des équipements officiels, à vous de créer un bolide unique. Avec cette séquelle, le studio français Eden Games, en charge du projet, vous plonge au cœur de deux îles bien célèbres, Ibiza et Hawaï, pour un concept à cheval entre la course et le MMO. Test Drive Unlimited 2 sort le 11 février sur 360, PS3 et PC. Ladies and gentlemen, start your engines! Après l'excellent Bird of Prey, IL-2 Sturmovik, la simulation de combat aérien la plus pointue, signe son retour dans Cliffs of Dover. Fini la campagne de l'Est, ce nouvel épisode tiendra essentiellement place en Grande-Bretagne. Mais le Sturmovik IL-2, appareil soviétique mythique, ne sera plus de la partie. Cliff of Dover se déroule en 1940 et se focalise sur les grandes batailles aériennes au-dessus de l'Angleterre, opposant les escadrons britanniques, allemands et italiens. Pas de quoi s'attrister, à vous de contrôler le légendaire Spitfire, l'Hurricane ou le Blenheim côté Royal Air Force. En face, la Luftwaffe dispose d'engins tout aussi redoutables, tels que le Bf-109 ou le Ju-87. L'Angleterre ne sera pas l'unique terrain en velléité acrobate, puisque le nord de la France et la Belgique seront aussi à l'honneur. Maddox Game promet une reproduction très fidèle des avions d'époque, couplée à une physique très réaliste. Un souci du détail minutieux jusqu'à la moindre parcelle de cabine. Les cartes bénéficient également du même traitement de faveur, puisque Maddox a reproduit les routes et bâtiments tels qu'ils étaient en 1940. Un mode multi, jouable en ligne jusqu'à 128 joueurs, promet lui une immersion totale et des bras de fer épiques. Le baptême de l'air aura lieu le 24 mars prochain seulement sur PC. ビデオゲームといえば、私が最初に関わったファイナルファンタジーは7からになります。やはり7の思い出が強くてですね、ものすごくいろんなものが革新的に変わった作品だと思ってます。それでは本日のゲームレビューをどうぞ。弊社のですね、マインドジャックです。Le TPS est à la mode ces temps-ci, et comme Square Enix aime bien ce qui est à la mode, ce qui devait arriver arriva. C'est ainsi que l'éditeur, dans sa volonté de diversifier son catalogue, a confié le développement de Mindjack au studio Phil Plus, dont le palmarès varie entre le très bon comme Lost Odyssey et le moins bon. Et par moins bon, on entend 99 Nights 2. Ouch. Quelle a donc été la performance de Phil Plus avec Mindjack? Bon, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps, autant le dire tout de suite, on est plutôt du côté moins bon de la force. I'm warning Marie she married a cold-hearted man. Now smile for the camera.
Après une cinématique obscure sous forme de flashback dans laquelle on constate que 2 soldats sont BFF, on est catapulté 15 ans plus tard. On incarne l'un d'entre eux, maintenant agent d'une organisation gouvernementale secrète quelconque, alors qu'il file une jeune femme dans un aéroport. On ne sait pas vraiment qui elle est ni pourquoi on la suit, mais bref, passons ces menus détails. À la suite de divers événements un peu confus, on se retrouve à faire équipe avec elle, alors que plein de méchants soldats à qui on n'a rien demandé nous tombent dessus d'on ne sait où. Au bout de quelques heures de jeu, on constate qu'on n'a toujours rien compris au scénario et on arrête de s'embêter à essayer de savoir qui a fait quoi, pour quelle raison, et si le schmilblick est-il bleu. Mais après tout, on n'a pas vraiment besoin d'une intrigue super développée dans ce genre de jeu, hein? Il suffit que le game system soit bien fait et les gunfights dynamiques pour bien s'amuser, pas vrai? Donc, vu que le studio ne s'est pas franchement cassé la tête à proposer un univers qui tient la route, les développeurs ont eu plein de temps pour peaufiner le gameplay et tout ça, hein? Aren't you full of surprises? Si vous avez déjà joué au moins une fois à un third-person shooter, vous ne serez pas décontenancé par les contrôles de base de Mindjack. Vous pouvez ajuster votre visée, sprinter, vous mettre à couvert, lancer des grenades, etc. Cependant, les déplacements du personnage ainsi que la visée s'avèrent raides et globalement peu précis. Et on oubliera bien vite qu'une attaque de mêlée est disponible tellement celle-ci est inutile dans le feu de l'action. En effet, lorsqu'elle veut bien s'activer, ce qui n'est pas garanti, la plupart du temps vous frapperez dans le vide, laissant le temps à l'ennemi que vous visiez de vider son chargeur sur vous. La véritable originalité du game system provient de la possibilité de pirater les esprits des ennemis affaiblis afin de les faire se battre à vos côtés. Vous pouvez même décider de quitter votre corps en cliquant sur les 2 sticks pour vous retrouver à l'état d'âme flottant dans les airs, ce qui vous permet de prendre directement le contrôle des soldats se trouvant sous votre influence. Ou celui de nombreux civils parsemant chaque camp de bataille, ceux-ci se retrouvant comme par magie armés jusqu'aux dents dès lors que vous envahissez leur esprit. Le deuxième point notable et original du jeu est que vous exploiterez presque aussi souvent que le contrôle mental et la possibilité de truffer de plomb votre abri. En effet, il arrivera fréquemment que vous ayez un ennemi bien dans votre ligne de mire et que votre personnage vide son chargeur sans sourciller dans ce derrière quoi il se cache. Cependant, avec un peu de pratique et de persévérance, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut et on prend même un peu de plaisir à réduire à néant les vagues successives d'ennemis. Du côté multi, Mindjack dispose, comme en solo, de bonnes idées sur le papier. Lors d'une campagne solo, d'autres joueurs peuvent, un peu à la manière d'un Demon's Souls, envahir votre partie à tout moment et prêter main forte ou venir en aide à vos ennemis. Cependant, il devient vite agaçant de quasiment réussir un passage haletant pour se faire headshotter dans le dos par quelqu'un qui vient de débarquer, ce qui entraîne un game over vous imposant de reprendre au dernier checkpoint. Surtout quand le dit checkpoint se trouve 20 minutes avant. On a donc vite fait d'interdire aux autres de nous rejoindre quand on en a assez de refaire la même scène une 3e fois et qu'on voudrait bien avancer un peu dans le jeu. Si le concept de Mindjack pouvait paraître alléchant au premier abord, il est malheureusement gâché par une réalisation bâclée qui en fait un TPS mainstream, voire en dessous de la moyenne. Les environnements sont fades et peu détaillés, et le choix des designers d'illustrer la dystopie futuriste, représentée dans le jeu par une palette de couleurs froides et ternes, n'arrange rien. Les modèles des personnages et leurs animations sont eux aussi basiques, et leur manque intrinsèque de charisme est encore renforcé par un doublage abomifreux et des dialogues qu'on croirait issus d'un croisement hasardeux entre Time Crisis et Resident Evil. Maybe they've got him, maybe they don't. Now what? I need to get inside. Inside? Inside. Si tant est qu'on s'acharne envers et contre tout, on arrive tant bien que mal à la fin du jeu au bout d'une dizaine d'heures. Pas tant à cause de la difficulté réelle du soft qu'à cause de celle induite par le partenaire qui accompagne le personnage principal tout au long de l'aventure. En effet, il y a des ennemis et surtout votre partenaire est rien de moins que catastrophique. Ce dernier ne manquant aucune occasion, selon son bon vouloir, d'essayer de tirer à travers les murs sur l'ennemi le plus proche, de rester en arrière le plus loin possible de l'action, ou de servir de cible d'entraînement immobile à découvert pour les ennemis, vous forçant donc à prendre des risques pour aller le sauver une fois qu'il s'est fait mettre à terre. Ce qui, vers la fin du jeu, entraînera bien souvent un game over des plus frustrants. Pour ce qui est des ennemis, il ne sera pas rare de les voir courir en rond ou faire des roulades au milieu de nulle part. Ce qui pourrait être drôle si les contrôles vous permettaient de les aligner correctement pendant leurs accès de folie, ce qui n'est pas le cas. On pourrait aussi rajouter le déroulement étrange de certains boss battles. On rencontre ainsi vers la fin du jeu un méca géant arborant comme un air de famille avec un Metal Gear. On peut soit l'arroser de missiles pendant un temps horriblement long puis s'occuper des troupes au sol restantes, soit l'ignorer totalement et se contenter d'éliminer les soldats l'accompagnant, après quoi il décidera de se désactiver de lui-même.
La même méthode est applicable lors de l'affrontement suivant, vous opposant à deux mechas de taille plus réduite. Après les avoir suffisamment snobés, ils décideront de s'autodétruire, prenant sans doute conscience de la vacuité de leur existence. Étrange. Pour conclure, si Mindjack était prometteur sur le papier, le fait est qu'on a vite fait de déchanter après l'avoir eu entre les mains. La faute à un scénario inexistant, une réalisation médiocre, une maniabilité imprécise et un manque flagrant de finition qui achève de plomber le titre. Any bright ideas how we deal with these guys? Cover me!改めまして橋本真二です。皆さん楽しく番組を見てくれてますでしょうか。次のコーナーはコンパイラーです。私もファミコンスーパーファミコンの時代は、プログラマーと一緒にですね机を並べまして、自分で、ロムを焼いたりしてですねそれを基板に挿してよくデバッグもやってたものです。それではどうぞ。Le bitmap. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Non mais c'est bon, hein, j'ai bien vu que tu m'avais piqué mon écharpe. Tu sais que je l'ai cherché pendant 2 semaines. En plus ça bouge ta ventilation, c'est très mauvais pour toi. Oui, mais maintenant j'ai la classe. Et sinon, porter une écharpe à ton effigie, ça va, c'est cool? T'as pas trop la grosse tête? C'est pas de ma faute si je suis sur l'écharpe et pas toi. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas la grosse tête, hein, parce qu'il y aurait de quoi. Et puis au moins, ça plaît au public féminin de No Life. Si tu le dis. Eh bien, puisque tu es fort, explique-moi un peu ce qu'est le bitmap. Oh là là, ça remonte au numéro 1 de Compiler, ça. Bon, déjà, je peux te dire que en gros, ça veut dire un tableau de bits. Non, non, pas de jeu de mots. Et j'aurais également tendance à dire que c'est un terme de programmeur un peu dépassé. Bah non, c'est pas dépassé. Alors comme on l'avait dit dans la toute première émission, informatiquement, on peut définir une image comme étant une suite de pixels. Ces pixels sont organisés comme une grille 2D, et en mémoire, ils sont les uns à la suite des autres. Chaque pixel a une couleur. Et voilà, ça fait une image. C'est ça qu'on appelle une image de type bitmap. Ok, mais si j'ai bien suivi, toute image informatique, c'est du bitmap au moment où on l'affiche. Il faut bien que je sache la couleur des pixels, pixel après pixel. Donc, bitmap, ok, mais c'est un peu évident, non? Tu as tout à fait raison. Les périphéries de sortie tels que les moniteurs ou les imprimantes sont constituées d'une matrice 2D de pixels. Donc au final, on a toujours besoin d'une représentation en bitmap de ce qu'on veut afficher ou imprimer. Mais ça pose certains problèmes. Lesquels? Alors déjà, je vais reprendre une erreur que j'avais faite dans la première émission. J'avais dit que le nombre de pixels que contient une image, verticalement et horizontalement, s'appelait la résolution. Mais en fait, ça s'appelle la définition. Donc, une image de 800 pixels de large sur 600 pixels de haut a une définition de 800 par 600. Bon Cyril, tu sais que là, ça lèche peut-être ta conscience, mais ça n'intéresse personne. Alors c'est pourtant très important, parce qu'en français le terme de résolution signifie autre chose. Imaginons un écran de 1 mètre de large, il peut afficher 800 pixels horizontalement. Il a une définition de 800 pixels de large, on vient de le dire, mais sa résolution est de 800 pixels par mètre. S'il était 2 fois plus grand avec toujours 800 pixels de large, il aurait une résolution de 400 pixels par mètre. Tu comprends? Ouais, donc ça veut dire que plus t'augmentes l'écran, plus t'augmentes la résolution, mais pas la définition. Ou l'inverse. J'ai même pas compris ce que t'as dit. Compile, tu fous la merde. Ouais d'accord, plus t'augmentes la taille de l'écran, plus la résolution diminue. Par contre, la définition reste la même. Mais quel rapport avec le bitmap? Bah c'est pour t'expliquer les problèmes qu'apporte le bitmap. Reprenons notre écran de 800 pixels sur 1 mètre de large. L'image affichée a une résolution de 800 pixels par mètre. Maintenant, on veut imprimer cette image. L'imprimante, elle, a une résolution de 8000 pixels par mètre. Ça veut dire que comme l'image ne fait que 800 pixels, quand on va l'imprimer, elle sera 10 fois plus petite que sur l'écran. C'est pas très grave en même temps. Pour toi non, mais pour des professions comme les infographistes, c'est très grave. Car ce qu'ils voient à l'écran doit être identique à ce qui est imprimé. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on est obligé d'augmenter la taille de l'image pour augmenter sa résolution. Eh ben, quel est le problème? C'est tout simple. Il suffit d'agrandir l'image juste avant l'impression. On peut même le faire automatiquement si tu me programmes bien. Pour agrandir l'image 10 fois, je répète tout simplement chaque pixel 10 fois. Et le tour est joué. Ah, sauf que là, c'est très moche. Ça va faire un truc du genre Notchan avec des gros pixels. Donc on est obligé d'utiliser des algorithmes qui vont inventer les pixels manquants. Et inversement, si on doit réduire l'image, on va éliminer des pixels et donc de l'information. Et puis tu oublies que si tu agrandis l'image à 10 fois sa taille d'origine, ça fait au final 100 fois plus de pixels, donc 100 fois plus de mémoire utilisée. Donc franchement, c'est pas top.
Attends. Inventer des pixels mais comment tu fais ça sur une photo par exemple? Je suis pas Madame Soleil. Par exemple, si tu agrandis l'image à 2 fois sa taille d'origine, entre 2 pixels, tu vas voir un trou. Donc tu peux faire la moyenne des couleurs de chaque pixel et ça te donne la couleur du pixel manquant. Mais je le répète, c'est pas vraiment l'idéal. Ouais, c'est un peu quand on zoome sur une photo sur internet et que ça devient tout flou quoi. Ah, c'est ça. Tu me proposes quoi alors comme solution? Eh bien, une autre façon de représenter des images existe. Ça s'appelle le vectoriel. D'ailleurs, si on utilise le mot bitmap, c'est souvent en opposition au vectoriel. Sinon, on n'utiliserait même pas le terme bitmap. Mais on en reparlera. J'ai hâte. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.アニメ漫画リリースのコーナーです。漫画やアニメといえば弊社のですねフルメタルアルケミストやパリの街をいろいろ今回も伺ったんですけども、黒羊が大変人気だったんで驚きました。ではご覧ください。Cela faisait longtemps que Kazé nous promettait une réédition de Gigi. C'est enfin chose faite avec la sortie fin janvier d'une première box dédiée à la princesse magicienne aux cheveux roses de son nom japonais Minky Momo. Nous revivons ainsi l'arrivée de notre petite héroïne sur Terre, équipée de sa baguette magique et accompagnée de ses animaux de compagnie. Elle est la fille du roi et de la reine de Fenari-Narsa, le royaume des rêves, refuge des personnages de contes de fées. Hélas, les humains ont perdu la faculté d'espérer et le royaume s'est éloigné de la Terre. La mission de notre princesse est réaliser de bonnes actions sur notre planète. Chacune d'elles fera briller la couronne du royaume. Une fois que la couronne aura retrouvé ses 12 joyaux, la Terre et Fenari-Narsa se rapprocheront de nouveau. Comment est-ce que je vais pouvoir monter à bord de l'avion? Il n'y a qu'un moyen et tu le sais très bien. C'est de me transformer en hôtesse. Les retrouvailles avec des séries aussi vintage est souvent synonyme de déception. Heureusement, Gigi a plutôt bien vieilli. Certes, l'animation pêche parfois, mais notre héroïne reste gracieuse et kawaii. Quant à la fameuse scène de transformation de Gigi en adulte, elle n'a pas pris une ride. Un humour parfois caustique est omniprésent dans cette série qui, malgré son statut d'animé pour enfants, s'adresse clairement aussi aux adultes. Oh, mais cette petite a vraiment de très jolies jambes. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit des jambes de votre fille. Et, bien sûr, mais c'est de vous qu'elle tient ces merveilleuses jambes, ma chère. Mais qu'en est-il de cette réédition de Kazé annoncée de longue date et attendue par de nombreux nostalgiques? Commençons par le son. Ce dernier est d'époque, c'est-à-dire en mono. Mais le gros point noir de cette réédition est l'absence du doublage japonais. La VOST ne sera proposée qu'en guise de bonus pour le premier et le dernier épisode. La version doublée en japonais sera par contre la seule disponible pour l'épisode 28, dont les bandes françaises ont été perdues par les ayants droit. On ne trouve malheureusement aucun autre bonus en dehors de l'opening japonais original. D'ailleurs, même si les génériques sont chantés en français dans les épisodes, la vidéo, elle, est celle de la version japonaise. Et le générique d'origine en français n'est pas proposé en bonus. Et pour cause, cette box est présentée comme une version remasterisée, car les épisodes ont été préparés au Japon. Les masters vidéo utilisés sont en fait ceux de l'édition japonaise Blu-ray, sortie début 2009 et sont donc de meilleure qualité que l'édition DVD Collector sortie au Japon il y a plus de 10 ans. Même si ici on n'est pas en HD, l'image est aussi beaucoup plus nette que dans les masters français qui avaient été utilisés jusqu'ici. Merci encore, madame. Merci, madame. Bonne journée, les enfants. Autre surprise, les DVD sont en NTSC. Kazé fait ici le pari que désormais tout le monde a un lecteur DVD compatible NTSC chez lui. Le résultat est qu'il n'y a pas de traînée sur l'image telle qu'on peut en voir d'habitude sur les éditions DVD françaises. Et l'image défile à 24 images secondes, sa fréquence d'origine. Malheureusement, la grosse ombre au tableau concerne justement ces masters japonais qui ont toujours eu le défaut d'être très sombres et un peu verdâtres. Dommage que les Japonais n'aient pas pris la peine de corriger l'image en 10 ans, car la série est plutôt colorée. Côté packaging, ce premier coffret de l'intégrale de Gigi est soigné. Il se présente sous la forme d'un pack cartonné de 4 DVD slim, illustrés par des dessins originaux et accompagnés de quelques cartes. On regrette par contre que la plupart des visuels soient ceux de 1982 et pas les très belles illustrations réalisées pour la sortie DVD japonaise de 2000 ou la sortie Blu-ray de 2009. Enfin, le film La Ronde in My Dream, inédit en France, n'est malheureusement pas prévu.
Pour finir, les 63 épisodes de la première série de Gigi sont répartis sur 3 coffrets, vendus chacun 39,95 €, soit 120 € pour l'ensemble de la série. Il s'agit là d'un prix vraiment trop élevé pour un coffret plutôt simple, sans véritable VO, et qui prive ainsi la série d'une partie de son public. Mais que vous êtes jolie! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si vous avez volé une voiture, je devrais normalement vous arrêter? Oh oui, arrêtez-moi! Je vous ai dit que je regrettais, mais je suis quand même coupable, vous savez, je vous en prie. Arrêtez-moi, s'il vous plaît! C'est bon, si vous me promettez de ne pas recommencer, je fermerai les yeux. Ah non, 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 faites votre devoir, arrêtez-moi! C'est que je suis très occupée et je ne peux pas me charger de ça. Au revoir. Attendez! Police! Au secours, police! Mais vous appartenez à la police, non? Oui. Mais c'est vrai ça. Japon d'après-guerre, Yoriko et Kanako, deux jeunes écolières, sont persuadées d'être la réincarnation l'une de l'autre. Lors d'une sortie nocturne, Yoriko, étouffée par un environnement familial perturbé, décide de suivre Kanako, issue d'une famille riche et dont la beauté semble éternelle. Cette dernière va se faire happer par le train qu'elle devait prendre. Présent sur les lieux de l'accident, l'inspecteur Kiba trouve la jeune fille toujours en vie malgré ses blessures. Son visage ressemble étrangement à celui d'une actrice dont Kiba porte la photo sur lui. Dès lors, celui-ci se consacrera corps et âme à Kanako. Faire un résumé du manga Le Coffre Esprit n'est pas chose aisée. Plusieurs histoires s'entremêlent et beaucoup de protagonistes rentrent en jeu. Tiré du 10e roman de la série à succès La Parade Nocturne des 100 démons de Kyogoku Natsuhiko, cette BD arbore plusieurs thèmes compliqués. Ceux-ci sont interprétés par les personnages dans des débats sur les différences entre ésotérisme et occulte. Il est facile de s'y perdre, mais l'intrigue du manga a tout ce qu'il faut de zone d'ombre pour interpeller, susciter notre curiosité avant de nous amener à la résolution des mystères. Les personnages sont antipathiques de prime abord, mais s'avèrent intéressants avec leur profil distinct ainsi que leur apparence et style graphique propre. Le dessin de Shimizu Aki est très efficace. On lui doit notamment des titres à la beauté plastique remarquable, tels que Kwan ou Suikoden, également édités par Soleil Manga. Pour le Coffre Esprit, la mangaka parvient à retranscrire les émotions des personnages avec brio, et la mise en scène, malgré le manque d'action, est impressionnante. On se sent littéralement plongé dans un polar. En comparaison, l'anime Moryu no Hako, tiré de la même histoire, est beaucoup moins angoissant. La série est très courte avec seulement 5 volumes. De fait, l'histoire ne traîne pas. Évidemment, certains passages très complexes et qui nécessitent beaucoup de texte sont sûrement plus faciles à comprendre dans le roman que dans le manga. Les 2 derniers tomes du manga Le Coffre Esprit devraient être publiés en France dans les mois à venir. En attendant, sachez que le 3e roman de la série La Parade Nocturne des 100 démons devrait être lui aussi adapté en manga par la même dessinatrice, Shimizu Aki.お別れの時間になってしまいました。それではちょっと営業トークですが、これからのラインナップをご紹介します。弊社のタイトル、まずはキングダムハーツリコーデッド、そして、マルチで出ますがマインドジャック、 PSP のロード・オブ・アルカナ、タクティクス・オーガ、ディシディア・ディオデシム・ファイナル・ファンタジー、サードバースデーと続きます。これからも弊社のタイトルよろしくお願いします。またお会いしましょう。